Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 44e webinaire depuis le début de cette crise coronavirus. Deux informations importantes que je viens de vous dire en aparté mais que je répète. Le support de présentation vous sera comme d'habitude envoyé par email et ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI dès demain. Le sujet de notre webinaire du jour est l'accompagnement des entreprises en difficulté, les solutions d'aujourd'hui et de demain. Pour animer ce webinaire, j'accueille Charlotte Marie. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlène. Vous êtes avocat manager responsable Rhône-Alpes du pôle prévention et gestion des difficultés des entreprises au sein du cabinet Fidel. Et à vos côtés, Hervé Lecaillon. Bonjour. Bonjour Charlène. Vous êtes avocat senior manager, département droit économique au cabinet Fidel également. Nous avons, je vous le rappelle à tous, 45 minutes à passer ensemble et comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement et oralement à nos deux intervenants. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Charlotte, c'est parti, c'est à vous. Merci Charlène. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder est le sujet de l'accompagnement de l'entreprise en difficulté, les solutions d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi les solutions d'aujourd'hui et de demain? Parce que depuis le 17 mars dernier, donc une partie de l'économie a été mise à l'arrêt et beaucoup d'entreprises ont dû arrêter leur activité, fermer et beaucoup de ménages ont également arrêté de consommer, ce qui a nécessairement conduit une grande partie du tissu économique à avoir des difficultés. Solution d'aujourd'hui, parce que dans le cadre de cette crise, le gouvernement a mis en place ce qui s'appelle le PGE, donc le prêt garanti par l'État. Qu'est-ce que le prêt garanti par l'État? Ce sont les banques, donc n'importe quelle banque classique, qui octroient à une entreprise en difficulté un prêt pour lui permettre de financer le cycle d'exploitation qui est affecté par la crise sanitaire. L'État vient contre-garantir ce prêt. Donc, en cas de défaillance de l'entreprise, l'État viendra payer les banques. Donc ça, c'est le dispositif qui a été mis en place, qui a été le dispositif majeur. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais disons que ça a été le dispositif majeur. Quand je dis majeur, et là je mets quelques chiffres, au 8 juin 2020, 85 milliards d'euros ont été accordés à près de 500 000 entreprises. Donc on voit que c'est quand même un chiffre extrêmement important. En pratique, ces flux n'ont pas été accordés à toutes les entreprises. Hein. Il y a eu un certain nombre de dossiers qui ont été refusés. Par exemple, dès lors qu'une entreprise n'avait pas une bonne cotation Banque de France, il était beaucoup plus difficile pour celle-ci d'obtenir un prêt garanti par l'État. Ou alors parce que leur capacité d'autofinancement n'était pas forcément suffisante. Ou encore parce que elles n'ont pas réussi à mettre en place ce prêt garanti par l'État et à rendre le dossier complet au bon moment. Il faut savoir que ce prêt garanti par l'État, solution d'aujourd'hui, et qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc, on pourra encore solliciter ce type de prêt dans les prochains mois. Il y a néanmoins une chose auquel il faut faire extrêmement attention, c'est que ce prêt garanti par l'État a été octroyé dans la limite de 25% du chiffre d'affaires à peu près des entreprises. Donc 25%, c'est quand même un montant assez conséquent. Il faut savoir que le patron du MEDEF a relevé quelque chose d'assez important puisqu'il a dit, je lis, hein, donc je cite, que ça représente un remboursement d'environ 6% par an, une fois qu'on rentre dans le plan d'amortissement du prêt, alors que la rentabilité moyenne d'une PME aujourd'hui ne dépasse pas 3%. Donc, on voit bien que la solution qui a été trouvée par le gouvernement, et qui est une bonne solution, hein, qui a réellement aidé les entreprises, est une solution malheureusement qui va peut-être rendre les choses encore plus difficiles pour un certain nombre de sociétés à l'avenir. Donc, dès lors, ces difficultés vont devoir, il va falloir une réponse plus globale et il faut que les entreprises se préparent et réfléchissent à la meilleure solution qu'elles devront trouver pour répondre à leurs difficultés. Une fois qu'on a dit ça, il est important, et c'est pour ça que ma première partie porte sur l'importance du diagnostic économique et financier, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que tous les chefs d'entreprise alors,
je m'interromps, excusez-moi. Charlène, peut-être pourrait-on lancer un sondage justement pour savoir combien de personnes, s'il y a des personnes qui ont bénéficié de ce fameux prêt garanti par l'État, pendant qu'on aborde le deuxième point? Allez, il est lancé, c'est parti. Avez-vous bénéficié d'un PGE? On vous laisse cocher directement, oui ou non. Répondre. Voilà, ça va être assez simple. Encore 2 petites secondes pour que au moins 70-80% des participants aient répondu. C'est vraiment très partagé, moitié-moitié, 50-50. Voilà, allez, je ferme le sondage. On est vraiment ex aequo, 50-50. Très bien. Donc, c'est intéressant de voir quand même qu'il y a 50% des personnes présentes aujourd'hui qui ont sollicité ce PGE et qui en bénéficient. Donc, aujourd'hui, une fois qu'on a eu ce PGE, qui est censé venir, encore une fois, je le rappelle, financer ce cycle d'exploitation qui a été touché par la crise sanitaire, c'est pas censé financer autre chose. Donc, une fois qu'on a mis en place ce PGE, il est important pour le dirigeant d'avoir recours à certains outils financiers et économiques qui lui permettront de s'assurer qu'il sera en capacité de rembourser. Donc de rembourser soit ce PGE, soit les autres emprunts qu'il a aujourd'hui, parce que la crise sanitaire a impacté l'activité pendant une période. Depuis le déconfinement, les entreprises ont rouvert, l'activité repart, mais parfois trop doucement pour certaines entreprises. Donc l'importance du diagnostic économique et financier, c'est un préalable indispensable pour faire face aux difficultés, puisque ça permet de les identifier. Donc d'identifier généralement une problématique de trésorerie qui va intervenir à plus ou moins bref délai. Donc, qu'est-ce qu'on appelle diagnostic économique et financier? Ça dépend un peu de la taille de l'entreprise. Généralement, c'est un recours à l'analyse comptable et financière à travers des prévisionnels de trésorerie et d'exploitation. Donc, dans ces prévisionnels de trésorerie et d'exploitation, on se rend assez rapidement compte si l'entreprise sera en mesure de faire face à toutes ses obligations financières. Si elle ne l'est pas, ces documents financiers nous permettront, aux côtés de l'entreprise, d'identifier certains leviers qui lui permettront de sortir de ces difficultés. Sur le slide, je vous parle d'un deuxième document qui est un document très spécifique aux entreprises qui sont plutôt autour de 15 millions, voire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc des entreprises déjà d'une certaine taille. Ça s'appelle l'Independent Business Review, c'est un IBR. C'est une analyse encore plus approfondie qui prend en compte le passé, le présent et l'environnement global de l'entreprise. Donc c'est vraiment une analyse très approfondie de la situation économique de l'entreprise et de son futur. Une fois que ce diagnostic est établi, il permet à l'entreprise de faire le bon choix. Donc, qu'est-ce que j'appelle le bon choix? Aujourd'hui, le droit positif offre la possibilité aux dirigeants de se diriger soit vers ce qu'on appelle une procédure dite de prévention. Donc, d'anticiper ces difficultés en ayant recours à des procédures qui sont totalement confidentielles. J'insiste sur ce point parce que c'est tout l'intérêt de la prévention. Donc, il s'agit soit des procédures de mandat ad hoc, soit d'une procédure de mandat ad hoc, soit d'une procédure de conciliation. Donc ça, c'est le premier type de procédure complètement confidentielle. Deuxième type de procédure qui permet d'accompagner une entreprise en difficulté, il s'agit d'une procédure collective, donc qui est beaucoup plus connue. Il peut s'agir soit d'une procédure de sauvegarde, soit d'une procédure de redressement judiciaire. Je ne parle naturellement pas de la liquidation judiciaire parce qu'on est au-delà des difficultés, on est dans une situation irrémédiablement compromise. Donc je vais insister aujourd'hui sur l'utilité de ces procédures de prévention pour faire face aux difficultés d'une entreprise. Alors, dans quelle situation déjà une entreprise peut recourir à ce type de procédure? Donc, imaginons que dans le cadre de vos difficultés, vos banques dénoncent vos concours bancaires, donc tout ce qui est découvert autorisé. Vous pouvez, grâce à ce type de procédure, solliciter en urgence de vos banques qu'elles maintiennent vos concours bancaires. Vous pouvez y avoir recours dès lors que vous avez un recul de votre chiffre d'affaires et une rentabilité qui est bien moins élevée que vos charges d'emprunt. Donc là, je reviens encore sur l'importance du diagnostic financier, puisque ça vous permet de constater que vos charges d'emprunt seront bien trop importantes pour pouvoir le rembourser.
Ensuite, vous pouvez avoir été assigné par un fournisseur, puisque vous n'avez pas la trésorerie suffisante pour payer sa facture. Et auquel cas, vous pouvez avoir recours à ce type de procédure amiable pour aller négocier et discuter avec ce fournisseur. Il y a toutes ces situations donc, qui sont généralement liées à une problématique de trésorerie et qui vous permettent d'avoir recours à ce type de procédure amiable. Le mandat ad hoc et la conciliation, donc c'est un cadre juridique pour réagir aux difficultés. Concrètement, comment fait-on? Le dirigeant prend attache avec son conseil, il y a une requête qui est rédigée, donc c'est un document juridique sur lequel on explique les difficultés de l'entreprise et les solutions qui peuvent être envisagées. Donc si on reprend l'ordre des choses, il y a d'abord un diagnostic économique et financier qui permet d'identifier la bonne procédure. Ensuite, il y a un document qui est établi et qui permet d'aller voir le président du tribunal pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc ou un conciliateur. De qui s'agit-il? Il s'agit d'un administrateur judiciaire. Donc l'administrateur judiciaire qui est désigné par le président et qui va aux côtés du dirigeant, et j'insiste parce que c'est réellement aux côtés du dirigeant, il ne prend pas la place du dirigeant. Aux côtés du dirigeant, il va tenter de trouver toutes les solutions et tous les leviers possibles pour sortir des difficultés. Par exemple, s'il s'agit d'une difficulté de trésorerie, puisque c'est quand même la majorité des cas, il va convoquer ou plutôt inviter tous les partenaires bancaires de l'entreprise autour de la table pour pouvoir discuter des emprunts qui sont en cours et des éventuels gels qui pourraient être obtenus par le dirigeant. Par exemple, si on voit que pendant 6 mois, la société n'est plus en mesure de rembourser l'intégralité de ses prêts, il peut solliciter ses banquiers pour qu'ils acceptent de geler pendant 6 mois et après, ils renégocient la durée de leurs emprunts. Ça, c'est la première chose. Il peut aussi inviter les partenaires fournisseurs de l'entreprise pour négocier une dette qu'il n'est pas en mesure de rembourser en 1 fois ou 2 fois ou 3 fois. Un troisième levier, qui est un des leviers quand même principal utilisé dans le cadre de ce type de procédure, c'est le recours à la négociation avec les partenaires sociaux et fiscaux en négociant l'intégralité des dettes sociales et fiscales. Donc par exemple, dès lors qu'une entreprise rencontre certaines difficultés, elle va payer une partie seulement de ses charges sociales, à savoir elle paye la partie salariale, et la partie patronale, elle la retient pour pouvoir après aller négocier un plan d'amortissement avec à ses côtés un administrateur judiciaire qui ira présenter les chiffres et qui pourra réellement expliquer aux établissements sociaux et fiscaux qu'en l'état, un remboursement d'une fois est absolument impossible. Donc ces procédures permettent aux dirigeants, avec à ses côtés un administrateur judiciaire, d'aller trouver des solutions pour sortir de ces difficultés. Donc, si on reprend les textes, le conciliateur et le mandat ad hoc ont pour mission d'aider le débiteur. J'insiste encore une fois là-dessus, puisque le dirigeant reste libre dans sa gestion et dans l'orientation des négociations. Il sollicite la fin du mandat ad hoc ou de la conciliation quand il le souhaite. Encore une fois, il est totalement libre. Deuxième point qui est très important et sur lequel je voudrais insister, puisque c'est tout l'intérêt de ces négociations dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, c'est la confidentialité. La confidentialité des échanges. La confidentialité est civilement sanctionnée. D'ailleurs, le conciliateur ou le mandataire ad hoc le rappelle dans chaque document écrit, à chaque réunion, pour bien que tout le monde intègre le fait que toutes les négociations en cours ne peuvent pas être divulguées au reste des partenaires qui n'ont pas été conviés dans le cadre de la procédure. C'est un point important. Sachez aussi que cette procédure ne peut pas influer sur la notation Banque de France qu'a une entreprise, puisque généralement, c'est aussi une des questions qui m'est posée par les dirigeants en difficulté. Donc là, les leviers d'action, je vous les ai déjà listés. Il faut mentionner aussi que dans le cadre de ces procédures amiables, on peut aller solliciter des nouveaux financements. Donc, on a parlé du PGE tout à l'heure. C'est un prêt c'est un prêt très spécifique qui a été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. On peut encore en demander aujourd'hui, dans le cadre d'une conciliation, si par exemple ça n'a pas été obtenu déjà antérieurement. Donc,
Le process classique, normalement, c'est on va voir son banquier, on essaie d'obtenir un nouveau prêt qui est garanti par l'État. Ça ne fonctionne pas, on va voir le médiateur du crédit. Et si on est encore un petit peu à court, on peut, dans le cadre d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc, tenter d'obtenir de nouveaux financements, qui seront soit un PGE, soit un autre type de financement. Si réellement il n'y a aucune solution en termes de restructuration, le dirigeant pourrait aussi demander au conciliateur ou au mandataire ad hoc de l'assister dans le cadre de la cession de ses actifs ou de filiales, si on parle d'un groupe, pour essayer de sortir de cette situation et de restructurer l'intégralité d'une entreprise sans passer par la procédure collective. Quelles sont les différences? Puisque depuis tout à l'heure, je vous parle de ces deux procédures qui sont toutes les deux des procédures de prévention. Les différences, elles sont pas énormes. Alors, il y a une différence majeure qui porte sur le sort des cautions. Si le dirigeant est caution, donc des emprunts qui ont été consentis et qui sont renégociés, le sort des cautions et garanties doit être négocié dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc. En réalité, qu'est-ce qu'on fait? On négocie en mandat ad hoc et on bascule en conciliation pour signer les différents accords qui ont été trouvés, ce qui permet aux cautions et personnes physiques de se prévaloir de l'accord et de ne pas être actionné avant la fin des remboursements d'emprunts. Autre différence, il s'agit de la durée de la procédure. Le mandat ad hoc n'a pas de limite, alors que la conciliation est limitée à 5 mois. Ça, ce sont vraiment des différences un peu techniques. La vraie différence se situe plutôt au niveau des difficultés de l'entreprise. Lorsque l'on est en mandat ad hoc, ça veut dire qu'une entreprise connaît des difficultés, mais n'est pas en état de cessation des paiements. Ça veut dire qu'elle peut quand même payer ses factures avec la trésorerie disponible. Alors qu'en conciliation, elle a la possibilité de solliciter une procédure de conciliation quand bien même elle sera en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. C'est une donnée importante puisque ça permet aux dirigeants de préserver sa responsabilité, puisque c'est vraiment un sujet important aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que dès lors qu'une entreprise est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, elle a l'obligation d'aller solliciter une procédure collective au tribunal de commerce. À défaut de quoi, la responsabilité du dirigeant pourrait être engagée. Dans le cadre des mesures sanitaires, des différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement, il y a une réelle volonté de renforcer l'efficacité de la procédure de conciliation. Les ordonnances ont permis au président du tribunal d'agir de manière plus forte dans le cadre d'une conciliation et d'interrompre ou d'interdire même toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Il peut aussi arrêter ou interdire toute procédure d'exécution, il peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, il a même la possibilité de prononcer de prononcer des délais de grâce. Par exemple, pour être un peu plus concrète, vous avez une dette qui est trop importante, le président du tribunal va pouvoir décider que vous avez la possibilité de le rembourser en 24 mois. Avant ces nouvelles mesures, il fallait une mise en demeure ou une poursuite de votre créancier. Aujourd'hui, ça n'est même plus nécessaire. Ce qui signifie que vous pouvez prendre les devants, anticiper encore plus face aux difficultés qui pourraient se révéler dans les semaines à venir et aller solliciter une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation pour stopper d'éventuelles poursuites de vos créanciers. La procédure de conciliation ou la procédure de mandat ad hoc doivent être réellement privilégiées aujourd'hui lorsqu'on rencontre des difficultés. Je terminerai cette partie par deux exemples de solutions qui ont été trouvées dans des dossiers que nous avons eu à traiter, parce que je trouve ça toujours plus parlant. Donc, il s'agit d'une entreprise, je ne donnerai pas de nom puisqu'il s'agit d'une procédure confidentielle, comme je vous l'ai répété. Il s'agit d'une entreprise qui a monté donc une usine. Et il se trouve que tout le process qui avait été mis en place à l'intérieur de l'usine a rencontré d'énormes défaillances. Il a fallu remplacer la moitié de l'usine. Donc, il y a eu des premiers emprunts qui ont été faits, puis des
deuxième série d'emprunts et évidemment avec l'espoir d'avoir un niveau d'activité suffisamment rentable pour pouvoir rembourser l'intégralité de ces emprunts. Donc le business plan, tout allait bien, sauf que il s'est produit ce que vous connaissez tous, donc des difficultés d'exploitation, et la société s'est retrouvée dans l'impossibilité de rembourser ses emprunts. On parle de montants qui sont extrêmement importants, donc la solution qui semblait s'imposer comme ça, c'était plutôt une procédure collective. Sauf que grâce aux dispositions qui existent aujourd'hui et qui permettent aux dirigeants d'aller devant le président du tribunal pour solliciter la désignation d'un conciliateur, même dans ce fameux délai de 45 jours, eh bien, nous avons pu mettre autour de la table l'intégralité des partenaires bancaires et renégocier tous les remboursements d'emprunts. Cette renégociation a permis d'obtenir non seulement un gel sur une durée très longue, puisqu'il s'agit de 24 mois, de tous les emprunts bancaires, mais en plus de rallonger la durée de tous les emprunts de 6 années. Donc, on est dans une situation où les difficultés étaient telles que les partenaires de l'entreprise ont accepté des mesures extrêmement contraignantes et qui étaient quasiment équivalentes d'ailleurs à une procédure collective et qui ont permis à l'entreprise de poursuivre son exploitation de manière pérenne et sereine, puisque c'est aussi ça, le chef d'entreprise a toujours à cœur de retrouver une certaine sérénité en termes de trésorerie. Tout ça n'a été possible que grâce au diagnostic financier économique et financier qui avait été fait en amont. On a échangé sur les solutions qui étaient possibles, sur tous les leviers qui pouvaient être trouvés, et du coup après, la réponse qui a été apportée était satisfaisante. Deuxième cas rapidement, une société avec un très très gros litige qui malheureusement s'est retrouvée sans activité puisqu'elle avait une exclusivité avec la personne avec qui le litige est en cours, donc impossibilité d'exploiter, des emprunts très longs, et la volonté de poursuivre ce contentieux sans être en procédure collective. Les établissements bancaires et les différents fournisseurs ont accepté également d'accompagner l'entreprise et d'octroyer un gel de l'intégralité des emprunts pendant toute la durée de ce parcours judiciaire, j'ai envie de dire. Donc, j'ai donné des exemples un peu extrêmes pour que tout le monde comprenne bien que la procédure de conciliation et de mandat ad hoc permettent d'envisager tout type de solution, puisqu'il est toujours préférable de trouver une solution dans un cadre confidentiel et de négociation. Malheureusement, il arrive, une fois qu'on a fait le diagnostic économique et financier, que les procédures collectives s'imposent. Les procédures collectives, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit soit d'une procédure de sauvegarde, soit d'une procédure de redressement, soit d'une procédure de liquidation judiciaire. Le but aujourd'hui de ce webinaire n'est pas de rentrer dans le détail de ces procédures, mais simplement de faire un focus sur deux nouveautés qui ont été apportées par l'ordonnance. Donc, si l'entreprise n'est absolument pas en mesure de renégocier tous ses emprunts ou d'aller discuter avec ses fournisseurs ou d'avoir des leviers suffisamment importants pour trouver une solution à ces difficultés, il peut solliciter cette procédure collective et il pourra solliciter, même dans le cadre de ces procédures collectives, des nouveaux financements. Les créanciers qui accepteront de financer l'entreprise en difficulté bénéficieront d'un privilège. Donc, ce point-là, qui n'est pas le plus important, est néanmoins un point à mentionner parce que ça permet de soulager un petit peu le dirigeant qui se dit bah mince, je dois partir en procédure collective. La procédure collective ne veut pas dire que tout est fini, bien au contraire, c'est un réel outil de gestion. Et on voit aujourd'hui que le gouvernement essaye de renforcer ces outils en permettant aux dirigeants d'être financés, même pendant cette période de sauvegarde ou de redressement. Donc, cette mesure est applicable au plus tard le 17 juillet 2021 inclus. C'est une mesure exceptionnelle qui a été prise par le gouvernement récemment, mais qui a le mérite qui doit être mentionnée. Le deuxième point pour moi qui est réellement le plus important et qui est beaucoup trop méconnu aujourd'hui, on n'en a pas du tout parlé dans les médias, ou très peu, c'est la possibilité, alors je vais un peu reformuler mon titre, la possibilité de se racheter à soi-même son entreprise en effaçant les dettes. Ça, c'est quand même une mesure assez exceptionnelle.
Le principe, normalement, c'est que certaines personnes n'ont pas le droit de racheter leur entreprise à la barre du tribunal, sauf autorisation du parquet. Aujourd'hui, compte tenu de la situation, du contexte, on sait que de nombreuses entreprises seront dans une situation où elles ne pourront pas du tout aller renégocier leurs emprunts ou renégocier avec leurs fournisseurs. Elles seront dans une situation telle qu'aucune solution amiable ne pourra être apportée et même un plan d'amortissement sur 10 ans ne sera pas suffisant. Donc la réponse qui a été donnée par le gouvernement est de dire dès lors que certaines conditions sont réunies, à savoir que le dirigeant est réellement dans cette situation du fait de la crise sanitaire, il a toujours exploité en bon père de famille, on n'a absolument rien à lui reprocher, il aura la possibilité de racheter son entreprise à la barre en effaçant les dettes. C'est quand même assez exceptionnel. Récemment, dans un dossier très médiatisé, donc le dossier Orchestra Prémaman, le 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a fait application pour la première fois de ce dispositif en permettant à M. Mestre, qui est quand même le dirigeant historique de cette société, de racheter son entreprise à la barre du tribunal. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le dispositif du droit des entreprises en difficulté, qui est contenu au sein du Code de commerce, permet aux entreprises d'être accompagnées. Donc, les avocats accompagnent les entreprises en difficulté, les aident à identifier la meilleure procédure et à trouver des réponses efficaces à leur situation. Voilà, Charlène, je vais passer la parole à Hervé Lecaillon, qui va... Très bien. Bonjour à tous. Donc, dans un temps beaucoup plus court, je vais évoquer un sujet qui est lié forcément à ce que vient de développer Charlotte. C'est en fait la possibilité pour vous, les entreprises, de pouvoir rebondir après la crise sanitaire qu'on vient de passer. Et il y a un outil juridique qui est très utile pour cela, c'est le contrat. On a l'habitude de dire que finalement, pour des opérationnels, signer un contrat, c'est toujours un petit peu embêtant, ça prend du temps, ça demande des négociations et autres, mais c'est un peu, je donne souvent cette image, c'est comme un peu dans un contrat de mariage, si vous voulez. Quand on se marie, que tout va bien, le contrat, on ne l'utilise pas, et le jour où ça va mal, eh ben, on va voir ce qui est écrit dans le contrat. Et c'est un peu pareil dans cette situation post-crise. Et l'idée, c'est ce qu'on fait avec nos clients aujourd'hui, c'est de pouvoir les accompagner pour leur permettre de rebondir et de pouvoir gérer ou anticiper des difficultés de leurs clients ou de leurs fournisseurs, et donc d'essayer de maîtriser ce risque juridique. Et de préparer donc le second semestre 2020, qui est déjà bien entamé, et l'année 2021, avec un maître mot, en tout cas c'est le maître mot de nos échanges avec nos clients en ce moment, c'est l'incertitude, parce que certains parlent du deuxième vague qui pourrait arriver. Si on devait revivre ce qu'on a vécu au mois de mars, avril, mai, ce serait sans doute très compliqué. Et donc, il y a quand même une incertitude. Malgré cela, il faut continuer à exercer son activité, à payer ses salariés et à faire du commerce. C'est l'intérêt des entreprises. Donc, l'idée, c'est de vous fournir vraiment en quelques minutes quelques indications et quelques outils pour pouvoir vérifier dans vos contrats finalement ce qui peut vous aider à poursuivre la crise. Et la première chose, c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on les accompagne dans l'identification dans les différents contrats, donc contrats avec vos fournisseurs, contrats avec vos clients, contrats avec vos partenaires, voire d'autres types de contrats avec, par exemple, des personnes morales de droit public. Finalement, les clauses qui peuvent permettre d'abord d'anticiper un risque financier d'un de vos co-contractants et de mettre en place des mesures pour essayer de limiter ce risque. Aujourd'hui, alors on en a beaucoup parlé et depuis le mois de mars, c'est un sujet qui revient. On parle beaucoup de force majeure, on parle beaucoup d'imprévision et d'exception d'inexécution, parce que vous avez sans doute eu, et peut-être que Charlène pourrait faire un sondage par rapport à ça, c'est de pouvoir voir si finalement vos clients, vos partenaires ou vos fournisseurs ont activé pendant la période de crise sanitaire une clause de force majeure ou une clause d'imprévision ou une clause d'exception d'inexécution pour se justifier et justifier de ne pas respecter une obligation contractuelle. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce sondage-là. Alors malheureusement, une fois que nous avons lancé un webinaire, nous ne pouvons pas intégrer une nouvelle question.
le fil de l'eau. Donc, Parfait. Autant pour moi. Désolé, Charlène. ce que l'on peut faire pour contourner ça, en revanche, c'est demander à nos participants de nous dire tout simplement dans le chat si certains d'entre eux ont fait appel à ce type de procédure. D'accord, très bien. Donc la force majeure, j'en dis deux mots très rapidement, mais vous avez le slide sous les yeux, c'est une disposition du Code civil qui permet, si certaines conditions sont réunies, de ne pas exécuter une obligation contractuelle. Donc, très rapidement, pour que la force majeure soit reconnue, il faut qu'elle présente un caractère imprévisible, que l'événement présente un caractère imprévisible, irrésistible dans ses effets et extérieur et qui échappe à la volonté des parties. Spécifiquement concernant la crise de la Covid-19, la question s'est posée du caractère imprévisible, irrésistible et échappant au contrôle des parties. Donc, effectivement, le coronavirus échappe au contrôle des parties. C'est un événement qui était assez imprévisible, même si l'Organisation mondiale de la santé a parlé d'une crise dès la fin du mois de décembre 2019. En revanche, se pose la question du caractère irrésistible dans ses effets, parce qu'effectivement, c'était annoncé et on peut effectivement, selon la date à laquelle on a convenu et on a signé le contrat, si vous avez signé un contrat il y a 2-3 ans, effectivement, c'était imprévisible et irrésistible. Maintenant, si c'est un contrat qui a été signé en début d'année 2020, on était quand même dans cette pré-crise coronavirus, le caractère irrésistible dans ses effets est assez discutable. Et donc aujourd'hui, c'est assez facile pour certains de vos contractants, partenaires, clients ou fournisseurs, de dire on ne fait pas parce que on se retranche derrière la force majeure. Aujourd'hui, c'est assez discutable de reconnaître la force majeure dans le caractère irrésistible du coronavirus. Deuxième disposition légale, c'est la clause d'imprévision. L'imprévision, c'est une technique assez nouvelle en droit français puisqu'elle est issue de la réforme du droit des contrats de 2016 qui permet, c'est plus large que la force majeure en fait. L'imprévision permet, et la différence avec la force majeure, c'est que la force majeure, votre co-contractant n'exécute pas son obligation contractuelle. Dans l'imprévision, c'est différent, ça oblige les parties simplement à renégocier le contrat. Et donc, il peut y avoir un intérêt pour vous ou pas, c'est vraiment du cas par cas, à reconnaître cette disposition de l'imprévision, qui est une disposition légale, mais qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que les parties dans le contrat peuvent l'écarter. Et vous avez peut-être, dans un certain nombre de contrats avec vos partenaires, des contrats qui écartent l'imprévision. C'est une clause qui est parfaitement valable de l'écarter. Maintenant, si elle n'est pas écartée, elle peut s'appliquer. Donc, c'est une disposition également qui peut permettre ou anticiper une inexécution contractuelle. La troisième hypothèse, rapidement, c'est l'exception d'inexécution qui autorise aujourd'hui une partie, si vous avez, par exemple, si vous êtes vendeur de produits, vous livrez des produits à un de vos clients, il ne vous paye pas. À partir du moment où il ne vous paye pas ou il ne vous paye plus, vous êtes en droit, vous, de refuser de continuer à livrer. Vous n'allez pas continuer à livrer un client qui ne vous paye pas. L'exception d'inexécution, c'est ça. Mon co-contractant n'exécute pas son obligation, moi, je suspends la mienne. Donc ça, c'est pareil, c'est des clauses qu'on peut retrouver dans les contrats. Voilà, ces trois, rapidement, vraiment en quelques secondes, ces trois dispositions qui permettent effectivement d'anticiper ou de maîtriser un risque d'inexécution d'un de vos contractants, clients ou fournisseurs. Ça, c'était pour les contrats en cours. Maintenant, pour les contrats que vous n'avez pas encore conclus, soit parce qu'ils sont en négociation, soit parce que vous êtes au tout début d'une relation avec un prospect, la recommandation que je peux fortement vous faire, c'est d'intégrer dans vos contrats les cas éventuellement d'inexécution liés à une pandémie, globalement, pas forcément le Covid-19, mais il faut toujours retenir les leçons du passé et prévoir la possibilité, en cas de survenance d'une crise de pandémie, de pouvoir soit suspendre l'exécution d'un contrat, soit maintenir son exécution ou garantir les paiements par votre client ou votre fournisseur. Donc, vraiment, ça c'est une recommandation pour les contrats qui ne sont pas encore conclus et que vous allez probablement conclure bientôt ou pour lesquels vous avez une négociation, vraiment intégrer dans ces contrats-là une clause qui va vous permettre d'anticiper ce genre d'événement. Voilà. Donc, un peu comme le disait Charlotte tout à l'heure, on peut bien évidemment faire un audit des stipulations dans les contrats qui sont en cours d'exécution, analyser effectivement les risques juridiques liés à ces inexécutions de contrats pour les contrats les plus importants de votre activité. Bien évidemment, vous accompagner dans la gestion de la communication juridique avec vos contractants. Il est toujours mieux de communiquer avec son contractant quand il y a une difficulté plutôt que de laisser
un problème pour rire et de mettre le problème sous la pile parce qu'un jour ou l'autre, il va ressortir avec beaucoup plus de difficultés. Voilà. Et donc, on peut effectivement vous assister, vous accompagner dans la période post-crise pour définir une stratégie contractuelle et éviter de se retrouver dans les situations qu'expliquait Charlotte tout à l'heure, voire même, au pire, pour arriver à une liquidation de votre entreprise. Voilà, Charlène. Ok, merci beaucoup. Le chat est resté très silencieux pendant vos interventions respectives, comme quoi vous avez été très clair et très précis dans vos propos et je vous en remercie. J'ai simplement une question qui vient d'arriver de Sophie qui nous demande « Et en cas de procès pour défaut de produit prouvé par un expert en cours ?» Alors, est-ce que vous pouvez… Est-ce que Sophie peut nous reformuler la question? Ou vu qu'on n'est pas très nombreux, si Sophie est d'accord, je vais peut-être lui ouvrir le micro pour qu'elle puisse directement s'adresser à nous. Sophie, je vous ouvre votre micro, Sophie, si vous voulez nous parler, ce sera peut-être plus simple. Ah, on dirait que vous n'avez pas de micro. Bon, Sophie, on peut vous laisser reformuler votre question, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? On vous entend, c'est tout bon. Voilà. Alors, tout simplement, c'est un produit, c'est un abri qui est en procédure judiciaire. Un expert a donc constaté les défauts et le fournisseur repousse et je suis très inquiète parce qu'il repousse jusqu'à septembre. Est-ce qu'il y a des clauses prévues pour ça à cause du Covid? Voilà. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, madame, c'est-à-dire que votre fournisseur ne peut pas se retrancher derrière la crise du Covid pour dire je ne fais pas procéder à une expertise. Aujourd'hui, on a des clients qui subissent ou qui font l'objet d'expertise. Il suffit bien évidemment de respecter les conditions et les gestes barrières et toutes les conditions de sécurité, mais il est tout à fait possible pour votre fournisseur et en tout cas, il ne peut pas se retrancher comme ça derrière la crise pour repousser le problème aux calendes grecques et vous êtes tout à fait à même de le mettre en demeure, d'organiser cette expertise, surtout si vous avez un enjeu en termes de timing. Elle a été faite, l'expertise, hein, ça y est. Ah. L'expertise a été faite et l'expert a constaté les défauts. D'accord. Et donc, votre fournisseur repousse en disant qu'il ne peut pas plaider, enfin, repousse la conclusion. D'accord. Moi, je vous invite à le mettre en demeure de répondre. Je ne vois pas aujourd'hui ce qui l'empêche de répondre à une expertise qui a eu lieu. L'activité, il ne peut pas se retrancher non plus derrière le télétravail d'éventuellement ses collaborateurs. Aujourd'hui, l'activité a repris bon an mal an en France dans toutes les entreprises. Et je ne vois pas, en tout cas, le fondement de se dire il y a la crise et donc je ne peux pas répondre à votre rapport d'expertise, pour moi, n'est pas fondé sur le plan juridique, donc vous pouvez le mettre en demeure de répondre. D'accord. C'est ce que je vous demande de faire. Merci. Je vous en prie. Ok, très bien. Écoutez, nous sommes dans le timing. Si nous n'avons pas d'autres questions sur le chat, je vous propose de conclure. Peut-être en attendant, si certains veulent vous poser des questions, j'en profite déjà pour vous dire encore une fois merci à tous les deux. Je vous demanderai aussi à tous les participants, s'il vous plaît, de prendre 2 toutes petites minutes pour répondre à notre questionnaire d'évaluation de satisfaction qui va s'ouvrir automatiquement quand je vais terminer ce webinaire. C'est très important pour nous, je vous le dis à chaque fois. Et puis, j'en profite également pour vous annoncer le webinaire de demain, toujours à 13h30, mardi 7 juillet. Comment maintenir les échanges malgré les difficultés de trésorerie, la solution du réseau Orex à destination des TPE et des PME. Voilà pour le programme de demain. Écoutez, le chat reste silencieux. Les gens nous disent merci. Merci pour ce webinaire très intéressant, nous dit Nathalie. Voilà. Encore merci, Charlotte et Hervé. Excellent après-midi à tous et à très bientôt. Merci à vous, Charlène. Merci, Charlène. Au revoir. Au revoir.